Bonjour à tous, merci pour votre présence. On est tous chez Innovorder ravis de vous accueillir dans ce nouveau meet-up. Moi, c'est Romain, je suis cofondateur et directeur général de la société Innovorder. Innovorder qui a pour ambition d'accompagner les chaînes et les grands comptes de la restauration rapide ainsi que le marché de la restauration collective dans leur transformation digitale, où on propose une solution globale, une suite logicielle 360 qui va permettre de digitaliser l'intégralité du parcours client, d'augmenter le chiffre d'affaires du point de vente, d'améliorer l'efficacité opérationnelle et ainsi permettre aux franchisés, aux multifranchisés à la tête de réseau, d'avoir l'intégralité de toutes ces données concentrées au sein d'un même back-office, d'une même interface pour permettre de prendre les meilleures décisions sur la stratégie de son développement. On est encore une fois tous ravis de vous accueillir sur le thème aujourd'hui de ce meet-up du développement de franchise avec des intervenants de qualité. Merci Samuel, Julien, Thomas et Nicolas pour animer cette conférence. Je souhaite à tous de passer un excellent moment et n'hésitez pas à intervenir aussi suite aux différents échanges pour qu'on puisse créer quelque chose de participatif. Merci. Merci Romain. Donc je prends le rôle de journaliste que je ne fais jamais parce que je ne sais pas mon métier. Donc vous m'excuserez si je ne le fais pas parfaitement. En ce qui me concerne, donc j'ai monté un premier réseau en succursale puis en franchise qui s'appelle À la carte. J'ai lancé ça en 2002. Avant j'étais sur l'e-commerce, donc rien à voir. Et de 2002 à 2007, j'ai pu développer À la carte là en franchise. Après ça, j'ai eu l'occasion de pouvoir récupérer Columbus Café, que je n'ai pas fondé. J'ai pu uniquement récupérer la société donc en 2007. Revu le concept, il était essentiellement succursaliste avec 30 points de vente, on en a fermé 27 et rouvert plutôt sur un modèle franchisé à compter de 2010, avril 2010. Aujourd'hui, il y a 200 Columbus Café en France, une trentaine à l'étranger, et qui sont essentiellement en franchise, avec quelques succursales, mais en tout cas, c'est un modèle franchisé. Et à l'international, on a aussi un modèle succursaliste pour démarrer. Donc, on a démarré en Pologne avec des succursales, au Canada également, mais dans l'optique de faire de la franchise, parce que notre métier, c'est d'être franchiseur et non pas exploitant en direct. Donc c'est un parti qu'on a choisi. Je ne sais pas si c'est le bon ou le mauvais choix. En tout cas, c'est notre choix. Et autour de la table ou à côté de moi, il y a il y a les deux types de modèles. Et c'est là où c'est intéressant parce que la question se pose comment bien développer un réseau en franchise, mais comment bien développer son réseau ou comment se faire plaisir en développant un réseau de restaurants surtout. Donc je passe la parole à Thomas, si tu viens de présenter, qui lui développe plutôt en succursale, je crois. Donc Thomas, je suis restaurateur depuis une dizaine d'années. J'ai commencé dans de la succursale, j'ai continué dans de la succursale dans le steakhouse. J'ai fait une infidélité à la restauration en faisant un petit passage en grande distrib qui m'a vite ramené les pieds sur terre avec l'envie de retourner en restauration. Aujourd'hui, je suis dirigeant de la Piadina en France, qui est une joint venture entre le fonds d'investissement French Food Capital et l'enseigne Piadineria en Italie, qui a 270 points de vente en succursale. Donc je suis le vilain petit canard parce qu'aujourd'hui, je suis là pour parler des succursalistes. Non, sûrement pas, parce que les deux modèles sont intéressants. Et alors, la question, c'est comment ou à quel moment lancer son réseau en franchise ou en succursale? Quels sont les indicateurs? Qu'est-ce qui fait que tu as démarré, tu as décidé de dupliquer? On n'a pas vraiment décidé de dupliquer. Nous, on est parti en créant une marque en France. On a un modèle qui fonctionne en Italie. 270 restaurants en Italie. On est parti avec l'idée qu'on allait le faire marcher en France. On est parti assez fort parce que d'un autre côté, j'ai un fonds d'investissement avec moi qui s'appelle French Food Capital et on a quasiment signé 6 centres commerciaux en même temps. Donc, ce qui fait quelque chose de rigolo parce que Q1 2020, j'ouvre 4 succursales. On en a ouvert un en septembre, on en avait ouvert un autre en juillet et on se retrouve avec un pool en Île-de-France de 6 succursales, un pool dans le sud de la France de 8 succursales qui ont également été ouvertes en l'espace de 18 mois. Il y avait une volonté de conquérir le marché. Il y a une spécificité à ça, c'est qu'on est un nouveau produit. Ça s'appelle la Piadina. Je pense que peu de gens, à moins des spécialistes de l'Italie du Nord, s'il vous plaît, ne partez pas, j'étais pas en Italie récemment. Pas comme nos clients depuis hier. La Piadina, c'est un plat extrêmement traditionnel dans l'Italie du Nord. C'est le jambon beurre, c'est ce qu'on va manger à toute heure de la journée. Tout le monde le connaît. Et en France, personne ne le connaît. Donc il y avait une notion d'évangélisation d'un marché,
une notion de notoriété autour d'une marque, autour d'un produit, qui nécessitait, dans cette part de conquête, d'ouvrir en masse pour avoir tout de suite une prise de marché, parce qu'en plus, on voit que tout le monde est en train de s'agiter sur le produit La Piadine, et il y a quand même la prime au premier qui se lance. Donc pourquoi est-ce qu'on est parti en force? Parce qu'on voulait être les premiers à prendre le marché de La Piadine. Et Julien, pour toi, donc je te laisse te présenter et puis te parler de quand est-ce que tu as décidé de lancer ton réseau de franchise? Ouais, moi j'ai un parcours un peu différent de Thomas et Nicolas. Moi je suis pas du tout issu de la restauration. Je suis ingénieur de formation d'ailleurs. Je suis un peu tombé là-dedans par hasard et puis parce que c'est un métier qui me plaisait. J'ai lancé une chaîne qui s'appelle Bichef en 2015, il y a 5 ans, un peu moins même. D'abord très succursaliste puisque naturellement quand on ouvre ses propres restaurants. Et très vite, le choix de la franchise s'est imposé à moi pour des raisons de fond, parce qu'à un moment, ça coûte cher d'ouvrir des restaurants en succursale et qu'avec mes petits moyens, je ne pouvais pas en ouvrir 50 très vite. Donc le choix de la franchise s'est imposé pour ça. Et aujourd'hui, au bout de 2 ou 3 ans, j'ai assez vite réalisé que finalement, c'était le métier qui me plaisait beaucoup plus que celui de succursaliste, et je vais rejoindre Nicolas là-dedans. Je ne pense pas qu'il y ait un bon choix entre les deux. Par contre, moi, c'est le métier dans lequel je m'épanouis, dans lequel je suis bien, et je pense que c'est ce que je sais faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est un réseau on a ouvert notre 50e point de vente avant-hier. Et on en a 42 qui sont en franchise. Et le gros de notre ouverture sur cette année, puisqu'on ouvre une quinzaine de points de vente, sont des franchisés aussi. Et c'est le gros de notre développement, et c'est ce qu'on sait faire et ce qu'on a envie de faire. Et Samuel, tu accompagnes toi beaucoup, ou tu suis beaucoup de réseaux en franchise, en succursale aussi, mais en franchise essentiellement. Quel est ton regard d'expert sur quand développer un réseau, à quel moment? Alors déjà, je précise, je ne suis pas restaurateur non plus, et je suis journaliste surtout. Je connais un petit peu le secteur de la franchise et de la restauration. Ça fait 20 ans que je suis cette activité. Donc à quel moment, j'ai envie de dire, Nicolas, ça dépend. Il n'y a pas une feuille de route. Là, on a les deux. On a les deux. La succursale, ça peut être une bonne méthode pour démarrer. De toute façon, il faut commencer. Il faut commencer par ouvrir des succursales avant de se lancer en franchise. C'est quand même la règle. Après, le développement suivi par Bichef, qui est suivi par beaucoup d'enseignes, un développement mixte, c'est plutôt intelligent. On verra pourquoi. On peut en tant que franchiseur, se réserver, entre guillemets, des zones, par exemple autour du siège. Par exemple, on est parisien, on ouvre en succursale à Paris, et après, en province, c'est pas qu'on ne veut pas gérer la province, mais on peut concéder ces territoires à des franchisés. Donc ça peut être une méthode. À quel moment? En tout cas, ce que je dis tout de suite, c'est il faut peut-être déjà valider son concept, avoir quelques exercices concrets, je veux dire en termes de chiffre d'affaires. Il y a beaucoup de gens qui veulent aller vite, parce qu'on est dans une période où tout va vite. On a l'impression que ça va plus vite qu'il y a 10 ans, mais non, il y a 10 ans, ça allait déjà vite. Il y a beaucoup plus d'acteurs en restauration rapide. On a eu des chiffres hier, il y a presque une centaine de concepts de restauration supplémentaires qui se sont lancés en franchise en 10 ans. C'est-à-dire on est maintenant plutôt à 250. Il y a 10 ans, on était à 100 moins. Donc ça veut dire que les prises de marché, elles sont quand même très conséquentes. Et voilà, donc il faut avant tout, Nicolas, après j'arrête, il faut avant tout déjà prendre le temps de valider son concept. Donc en succursale, en tout cas avec un pilote qui appartient à la tête de réseau. Après, à quel moment on lance la franchise, ça dépend de la stratégie de chacun. Si je peux me permettre, j'irais même un cran au-delà, parce que valider son concept, c'est fondamental. Surtout pour ceux qui veulent se lancer en franchise. J'ai envie de dire, si vous voulez vous lancer en succursale, en ouvrir 100 et que ça ne marche pas, c'est votre problème. Quand vous commencez à lancer des franchisés, chaque fois que vous prenez un gars et que vous l'amenez dans votre réseau, vous prenez généralement ses économies, vous prenez son projet de vie pendant un certain temps. Si c'est pour le lancer dans un truc qui ne marchera pas, je dirais que soit... faut accepter déjà le fait que vous avez la vie de quelqu'un, c'est un peu dur, mais il y a de ça. En tout cas, tout son projet professionnel de vie, vous l'avez entre vos mains. Donc, on ne se lance pas par hasard et on ne le fait pas par hasard. Et je rajouterai un petit point, c'est la validation du concept, c'est même pas suffisant en soi. Vous pouvez avoir un super concept.
parce que vous étiez dedans et que votre personne, elle est ce concept-là ou qu'elle elle drive quelque chose. Et puis derrière, vous lancez en franchise, recrutez n'importe qui ne saura pas faire ce que vous faites et faire un bid complet avec votre concept. Donc pour moi, il y a effectivement valider déjà que la personne que vous allez mettre dedans, alors je parle vraiment encore en franchise, néanmoins en succursale, à un moment, on a encore envie de gagner un peu d'argent, mais la personne que vous allez mettre dedans, elle va pouvoir s'épanouir, y gagner sa vie, et surtout que vous êtes capable de l'encadrer, de l'animer, de l'amener à ce que vous voulez derrière aussi. Ouais, je rebondis complètement sur ce que tu dis. Quand on dit valider le concept, il y a le concept de marque, mais il y a avant tout les process. Et c'est pas parce qu'on marche à un endroit que ça a validé un concept, c'est est-ce qu'on est capable de transmettre le savoir-faire. C'est quelque chose auquel on se heurte fortement quand on fait de la franchise. Mais quand on a de la franchise, je plaide pas pour ma paroisse, c'est un échange qu'on avait eu avec Julien. On sait que demain, on prend un restaurant en succursale, on met un franchisé dedans parce que c'est son argent, c'est sa vie. Le restaurant, il va mieux tourner. Et Romain, de ton côté, vous suivez beaucoup, chez Innovander, vous suivez beaucoup de réseaux de franchise. Quel est ton regard par rapport à ce bon démarrage? Nous, du côté Innovander, donc oui, on accompagne à la fois les réseaux de franchise, mais aussi des réseaux de succursales, enfin des réseaux de restaurants en propre, des chaînes en propre. Nous, ce qu'on peut dire, c'est que je rejoins complètement ce que vous dites et sur quoi Samuel a insisté, c'est que en fait, à partir de quand développer sa franchise, je pense que effectivement c'est une énorme responsabilité pour les franchiseurs de passer le bébé, de passer tout le travail qu'ils ont effectué pour le concept, pour cadrer bien toutes les choses pour pouvoir faire en sorte qu'un nouveau franchisé puisse développer son activité. Et ce qu'on voit pratiquement partout chez tous nos clients, c'est la succursale qui sert à la fois d'exemple, qui sert à la fois de vitrine pour les nouveaux franchisés, les futurs franchisés, qui sert de formation. Et je pense que c'est primordial pour une chaîne de franchise de permettre de montrer l'exemple à ses futurs franchisés pour faire en sorte que ça rassure, pour expliquer le concept et pour s'imprégner au mieux de la vie du concept. Là, je pense qu'on on est rentré dans le métier, donc le quand, on dit quand vous voulez, mais quand vous êtes prêt, si je comprends bien. Et pour être prêt, quelles sont les étapes? Alors, on a effectivement avoir ce savoir-faire, écrit ce savoir-faire et ces process pour vous, mais est-ce qu'il y a d'autres étapes ou éléments indispensables qui doivent être cochés avant de se lancer? Ouais, je pense qu'il y en a une et c'est l'indicateur qui parle le plus à tout le monde, c'est sortir de l'EBITDA. C'est à un moment donné, personne n'est philanthrope. On parle déjà d'entreprises qui doivent avoir un modèle économique qui sortent 15-20 points parce que sinon on s'autofinance pas, on rembourse pas la dette. Et en plus de ça, on va prendre 5-7 points à son franchisé. Il faut assurer que lui-même gagne correctement sa vie. Un réseau de franchises, bon, on va citer personne, même si on imagine une grosse marque américaine plutôt méchante, et je peux pas un clown, plutôt une autre, les clowns font plutôt très bien gagner leur vie à leurs franchisés, ne laisse pas l'argent aux franchisés. Si le franchisé gagne pas d'argent, c'est soit parce que la tête de réseau se gave à demander des royalties trop importantes, soit que le modèle économique n'est pas du tout éprouvé. On a quand même, quand on fait de la restauration, des choses qui sont assez claires. C'est qu'on a des charges variables extrêmement importantes, que ce soit le coût de personnel, le food cost qui peut varier. Est-ce qu'aujourd'hui je sais maîtriser un food cost? Quel est mon taux de perte? Comment j'accompagne des franchisés à leur donner un objectif et à permettre de maîtriser leurs pertes? Parce qu'à la fin, tout ça, c'est qu'une histoire de sous. Hein. Quand on dit ouvrir une franchise, en fonction du concept, on apporte 25, 50, 100 000 euros, on emprunte 100 à peut-être 500 000 euros d'argent. Cette dette, il faut la rembourser. Ça se fait avec ce qui reste du résultat net. Voilà. Et je suis assez d'accord. Enfin, oui, l'EBITDA. D'ailleurs, je rajouterai un petit point, c'est parce que j'ai rencontré un jeune réseau il n'y a pas longtemps qui me disait on va se lancer en franchise, on fait beaucoup d'EBITDA. Ils étaient 2 fondateurs et ils ne se rémunéraient pas. Donc, c'était assez facile, il y avait 0 de coût de personnel. Bon, peu importe. Blague à part, je dirais que même alors, peut-être que je vais en avant sur tes questions. Je dirais que la question n'est pas uniquement je me sens prêt à me lancer, c'est si c'est de la franchise, encore une fois, si c'est de la succursale, il y aura des choses à gérer dans le développement, mais vous ne faites de mal à personne d'autre qu'à vous en général quand vous vous ratez.
Sur de la franchise, il y a vraiment une autre chose à laquelle il faut penser, à mon avis, c'est pourquoi vous le faites et où est-ce que vous voulez aller avec. Si c'est pour ouvrir 2-3 franchises juste pour marquer votre territoire dans une ville ou des choses comme ça, bon, soit vous saurez les animer, etc. Si votre but, c'est ce qu'on entend maintenant beaucoup, enfin, ce qui a été notre cas et ce qui est encore notre cas, on veut croître rapidement, ouvrir 50, 100 restaurants. La question, elle est plus juste est-ce que j'ai envie de faire des franchises. Elle est est-ce que je suis capable de me structurer pour accompagner ces gens-là, d'avoir une équipe derrière solide, de faire en sorte que ces gens-là réussissent. Et en réalité, oui, de mettre les moyens pour que ce truc-là fonctionne. Sachant qu'y mettre les moyens veut dire je suis prêt à assumer que pendant quelques années, je ne vais peut-être pas gagner d'argent sur ce métier-là non plus, que c'est un métier qui va mettre du temps à se lancer, qui va demander des ressources humaines, etc. Donc pour moi, il y a aussi cet aspect-là. C'est pas uniquement je me lance et puis il y a plein de cash qui va rentrer. Non, c'est est-ce que tu es prêt à structurer une équipe pour faire en sorte que ça marche? Ouais, et si on peut développer un peu ce point, justement, structurer une équipe, c'est quel type de support doit apporter un franchiseur? Parce qu'on parle de franchisé, de se lancer en franchise, mais ça veut dire qu'il faut être franchiseur pour se lancer en franchise. Et qu'est-ce qu'un franchiseur? Je dis pas bon ou mauvais, mais qu'est-ce que doit apporter un franchiseur comme support, comme équipe dont tu parles? Ouais, Samuel. Je vais pas être le seul à parler. Et puis Romain aussi, je pense que sur les standards, ce genre de... C'est vrai que quand un restaurateur décide de se lancer en franchise, il aborde un nouveau métier. Le métier de restaurateur en soi, c'est un métier propre avec toutes les contraintes de sourcing, de gestion RH, d'EBITDA, tout ça. Le métier de franchiseur, c'est un autre métier. C'est un autre métier. Alors, on s'improvise pas franchiseur parce qu'il y a quand même, il faut modéliser. Tout à l'heure, j'ai parlé de Valérie. Il faut modéliser. Qu'est-ce qu'on va proposer à son franchisé? On peut avoir un très beau restaurant boulevard Poissonnière qui fait 2 millions d'euros. Je ne cite personne. Et quand il s'est lancé ce fameux concept en franchise, il a réfléchi. Un concept de burger, pour le resituer. Il a réfléchi, il n'a pas modélisé le concept de poissonnière. Il savait bien que son 45 mètres carrés à 2 millions d'euros, ça ne se fait pas 2 fois dans une vie, ni 2 fois en France. Donc il faut déjà savoir il s'est structuré, il s'est entouré, comme d'autres. Il faut s'entourer et prendre des infos de gens spécialistes du développement, du marketing, du géomarketing, de l'implantation. Parce que quand on est restaurateur, on est dans son point de vente, même si on en a un ou deux, et ben on ne sait pas concrètement ce qui se passe ailleurs. On est persuadé d'avoir le meilleur concept, d'avoir le meilleur produit. Après, il va falloir recruter. Et ça, c'est un autre métier, le recrutement. Au recrutement de franchisés, vous allez vous engager avec des partenaires sur 5 ans, 7 ans, 10 ans. Et on les envoie. Il ne faut pas les envoyer au casse-pipe non plus, comme disait... Non, mais si je peux rajouter une chose, je pense que ce qui est primordial enfin, les choses sur lesquelles il faut vraiment faire attention, c'est pour faire en sorte d'avoir une vraie réussite de son nouveau franchisé, il faut packager au maximum les choses pour lui, aussi bien au niveau de la communication, l'image de marque, créer un environnement avec la tête de réseau pour faire comme si un nouveau franchisé rejoignait une famille, donc qui vive vraiment l'esprit de la marque. Trouver ses bons fournisseurs aussi, sur lesquels on va pouvoir reposer et faire confiance parce qu'on va les mettre en relation. Donc, c'est un gage de confiance aussi avec l'image de marque du réseau. Donc voilà, c'est vraiment à la fois toute la partie process, évidemment, mais surtout les bons partenaires à choisir pour justement dupliquer et pouvoir accélérer dans le développement. Je voudrais prêcher un peu pour ma paroisse d'être succursaliste. Tu viens d'aborder un truc qui est l'image de marque. L'image de marque, quand on se met à faire de la franchise, on confie quand même sa marque à plein d'indépendants qui, à un moment donné, vont se dire moi, aujourd'hui, j'aimerais gagner 2-3% de plus. Donc, les portions, je les réduis. Les moments de consommation, ceux-là, ils me font chier, je ferme. Ceux-là, je pense que je vais sortir de l'offre de base. Et on confie quand même à un moment donné sa marque à des gens qu'on connaît un peu parce qu'on leur a fait passer tout un tas d'entretiens. Je pense que tu vas parler de la sélection un petit peu plus tard. Enfin, vous avez parlé de la sélection des franchisés. Mais c'est des gens, et la loi est claire dessus, c'est des entrepreneurs indépendants affiliés à un réseau. Donc ça reste avant tout des gens qui sont responsables de leur société, de la faire tourner. Et ça devient aussi compliqué à un moment donné de dire à ces gens-là non, ce que tu fais, tu n'as pas le droit de le faire, tu dois respecter la charte qu'on a fixée. Et le mec qui gagne pas assez selon lui, ça peut devenir extrêmement compliqué de lui imposer ce que nous on veut faire. Et je rajouterais, tu as entièrement raison, et je rajouterais même à ça, en fait, il y a un point qu'on néglige
même moi, hein, le premier, quand j'ai lancé mon réseau en franchise, je pense que j'en saisissais pas l'importance. C'est l'aspect humain. Quand on parle de se structurer en franchise, en réalité, c'est apprendre à presque faire de la politique. Je caricature le trait exprès, mais c'est savoir gérer un réseau d'indépendants exactement, savoir leur faire faire ce qui nous semble être le chemin juste pour notre marque. Et il y a beaucoup de jeunes réseaux, encore une fois, que j'ai rencontrés et qui me disent mais non, mais c'est facile, il y a un contrat, et puis derrière, t'envoies une lettre recommandée, t'envoies un truc. Enfin, ok, fais ça 3 fois, et puis tu vas avoir 25 franchisés ados sur les 30. Et puis une fois qu'ils sont ados, de toute façon, c'est fini. Il y a un moment où ça finira par pas marcher. Et il y a beaucoup d'exemples de réseaux où ça s'est passé comme ça. Le moyen de faire tourner un réseau, il est, avant de taper et d'avoir le bâton et d'avoir le contrat et d'avoir le juridique, il est dans l'humain, dans l'accompagnement, de faire comprendre le pourquoi, l'importance. Et ce truc-là, ça s'improvise vraiment pas. C'est vraiment compliqué. Et je connais peu de franchiseurs qui se sont lancés et qui se sont dit oh ben non, ça roule, les mecs ils font tous comme je leur ai dit, facile, etc. En général, c'est très vite le bazar et il faut savoir le gérer. Samuel ou... Oui, pour rejoindre ce que dit Julien, effectivement, il faut au préalable, pour le franchiseur, bien normer, bien standardiser les process. Hein. C'est pour ça qu'en franchise, on parle de la Bible. On doit mettre tout, contractuellement, tout ce qui fait référence au concept. Ça va de la taille de la serviette à la portion des frites, à la déco, à la signalétique, tout. C'est très très important. Parce que la tendance naturelle, quand on est un indépendant ou quand on est un commerçant, c'est de dire si je pouvais grappiller un petit peu des points et savoir aussi quand tout va bien, le franchisé ne se plaint pas. Si ça va mal pour X raisons, une grève, gilet jaune, etc., coronavirus, etc., on anticipe, et ben ça sera de la faute du franchiseur avant tout. Parce que le franchiseur, lui, il continue à percevoir les pourcentages, un pourcentage en général du chiffre d'affaires qui est fixe. Et voilà, donc attention, le côté humain est important. Il faut quand même garder un... Alors c'est peut-être plus compliqué quand on commence à avoir une taille importante, mais c'est pour ça qu'il faut se structurer. Il faut qu'il y ait le relais du franchiseur qui peut être l'animateur. Il faut aller rencontrer les franchisés. On ne signe pas un contrat, on ne vient pas les voir au bout de 5 ans en disant tout s'est bien passé, on repart pour 5 ans. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Pour donner une anecdote sur comment faire respecter l'image de marque avec une enseigne qui est le premier franchiseur en France en grande distribution, qui est Carrefour. Discuté avec l'un des... Gérard Doré qui a lancé la franchise avec Promodes, donc Shopee 8/8 champion. Il m'a dit on était des mauvais franchiseurs jusqu'au jour où on a tout mis sous l'ancienne Carrefour. Et pour ça, avant de faire ça, on a écrit les process, on a écrit le savoir-faire, le manuel. Et de ce jour-là, on n'a plus de problème, entre guillemets, à la marge. Mais avec 4200 franchisés en France, ils ont fait respecter leur concept, leur modèle de franchise. Alors qu'avant, tous les Shopee, les 8/8, faisaient ce qu'ils voulaient, entre guillemets. Et donc le jour où on a écrit, on a pris conscience que c'était pas la force n'était pas le volume des 4200 points de vente, mais c'était surtout les supports du franchiseur et d'avoir bien écrit son concept qu'on peut imposer dans le bon sens du terme à ses franchisés, pour qu'ils respectent l'image de marque. Un autre sujet qui a été évoqué, c'est le recrutement des franchisés, puisque c'est un mariage pour 7 ans en général, ou 5, 7, 9 ans. Qui veut Samuel, Julien Julien qui se marie. Je vais parler de notre cas à nous. C'est un sujet qui est vraiment fondamental et je pense dont on ne saisit pas l'importance quand on commence en franchise. J'ai lu il y a 2 jours un truc sur une franchise américaine qui est intéressant, que je vous partage avant, parce que ça fait bien le lien entre le recrutement et ce qu'on disait avant. Vous pouvez aller taper, je pense qu'ils n'ont pas de représentants ici, donc ça devrait aller, mais vous pouvez taper sur Internet, vous cherchez Burger IAM ou IM, pour ceux qui veulent voir, vous tapez ça sur Internet et vous cherchez cette franchise aux États-Unis. Il y a 1 an et demi, elle était répertoriée comme le concept qui a eu le plus gros succès depuis des années aux États-Unis, la franchise où il faut investir. Croissance ils ont démarré il y a 4 ans, je crois, et ils étaient déjà 200 points de vente, une croissance avec presque 100 franchisés. Et le franchiseur se targuait de dire qu'il avait 200 contrats signés, prêts à ouvrir l'année d'après, etc. Une croissance dingue. J'ai fait des recherches un petit peu quand j'ai lu ce truc-là. Donc si vous faites des recherches, vous allez tomber sur quelque chose qui parle d'eux. La dernière actu qu'on a d'eux, c'est que le franchiseur, il est
parti des États-Unis avant de se faire arrêter. Il y a, sur les 200 franchisés ouverts, il y en a 150 qui sont en liquidation. Le franchiseur est en liquidation. Et aujourd'hui, il est poursuivi pour des tas de choses, etc. Et le fond du problème, parce que vous avez un article, c'est le premier qu'on trouve sur Google, qui le décrit très très bien. Le fond du problème, il est simple. C'est quelqu'un qui a recruté, qui a dit, moi, j'ai un réseau super, on va tout développer, on y va. Donc il a développé, il a recruté tous les gens qui lui disaient, moi, je vais ouvrir un truc avec vous. Et puis derrière, il les a laissés dans la nature. Et il s'avère que l'histoire raconte que d'une, les franchisés n'étaient pas rentables du tout, mais que de deux, du coup, ils ne payaient pas de redevance non plus. Donc le modèle de franchiseur n'a pas marché. Donc ayez ça en tête. Je trouve que cette histoire, elle est symptomatique de pourquoi il ne faut pas se lancer en franchise quand on n'est pas prêt. Je reviens au recrutement, mais c'est vraiment un truc qui est intéressant pour moi. C'est le faites pas n'importe comment, parce que on le voit, hein, l'histoire le raconte bien, et puis elle montre des gens. Il a laissé 200 personnes sur la paille quand même. Le recrutement, c'est hyper important parce que d'une, tout le monde n'est pas capable de gérer un restaurant. Nous, on l'a vécu à nos dépens. On a fait des erreurs de recrutement sur notre lancement, et tout le monde n'est pas capable de gérer un restaurant. Tout le monde n'est pas capable de respecter votre marque, et tout le monde n'a pas envie d'être dans un cadre de franchise. Et ces trois éléments-là font que si vous vous amusez à recruter juste les gens qui vous disent « moi, je veux ouvrir une franchise avec vous », vous avez de grandes chances qu'il y ait 3 gars sur 4 qui soit font pas les chiffres, soit se retournent contre vous un jour. Donc le recrutement, sans rentrer dans comment on fait, mais c'est un point qui est fondamental aujourd'hui. Il vaut mieux recruter 10 bons que 40 monsieur tout le monde, dont 30 vont vous taper dessus après. Et quels sont des profils types de franchisés, entrepreneurs, commerçants Nous, on a des profils qui sont dessinés, mais je dirais que le profil, il est plus... On a des cinquantenaires en reconversion, on a des commerçants de la restauration qui réouvrent, on a des jeunes qui se sont lancés. Il n'y a pas un truc qui se détache. Par contre, dans l'humain, c'est-à-dire dans le profil, je dirais, psychologique de la personne, il y a des choses qui se détachent pour le coup. C'est déjà, est-ce que j'ai envie d'être mon propre patron? Est-ce que j'en suis capable? Il y a beaucoup de gens qui imaginent la franchise comme du salariat. Enfin, on en voit encore beaucoup dans les gens qu'on rencontre. Et donc, ils se disent, je vais lancer là-dedans. Puis après, c'est cool, j'ai ma propre affaire, c'est facile, etc. Il y a cet aspect-là. Et après, il y a un aspect, je dirais, est-ce que ça match humainement? Parce que fondamentalement, Samuel le disait tout à l'heure, vous allez bosser avec la personne pendant 5, 7, 10 ans. Je dirais même, c'est plus que bosser, c'est presque comme un mariage. C'est-à-dire que vous attendez pas à ce que, juste parce que le gars, il adore votre marque, il arrive, il dit c'est super, on va signer. Pendant 10 ans, ça se passe comme ça. Au bout de 3 mois, ça va déjà commencer à mais je paye un peu cher de redevance, et puis qu'est-ce que tu m'apportes, etc. Donc, dans le fond, il faut être prêt à vivre. Je dis un mariage, c'est pas innocent, c'est la même chose qu'un mariage. Il va y avoir des hauts, des bas, mais il faut savoir que vous êtes avec quelqu'un où il y a un lien suffisamment fort pour que ça tienne et que ça marche. Et puis après, il y a des aspects purement opérationnels. Est-ce que le gars sera commerçant? Est-ce qu'il va vendre votre marque? Est-ce qu'il n'est pas trop autonome, et donc il va chercher le moindre moyen de se détacher de la marque pour aller faire ses propres trucs? Enfin voilà. Après, on a nous tout un listing de caractéristiques ou de traits psychologiques qui nous intéressent ou ne nous intéressent pas, mais c'est vraiment important. Je donne ma réponse, mais après, je laisse les autres tempérer. Mon avis est, clairement, il faut le faire soi-même. Même si ça coûte de l'argent, même si c'est difficile au départ, j'estime que mettre entre les mains d'un cabinet spécialisé, souvent rémunéré sur le nombre de recrutements qu'ils vont faire, l'avenir de votre réseau, pour moi, c'est pas un choix judicieux. Je vais un cran plus loin. J'estime que quand vous devenez franchiseur, votre métier, c'est 2 choses. C'est recruter les bonnes personnes et derrière, savoir animer votre savoir-faire pour que ça marche. Si vous donnez la moitié de votre métier à quelqu'un d'autre, qu'est-ce que vous apportez comme valeur? Enfin, il y a vraiment cette question-là pour moi. Alors, je suis très tranché sur le sujet parce que je trouve vraiment que c'est un point de fond. Je ne suis pas forcément la vérité pour le coup. Je pense qu'il y a 2 questions dans la tienne. C'est-à-dire que, est-ce qu'on confie complètement, on outsource son recrutement pour avoir des développeurs extérieurs,
ou est-ce qu'on fait appel à un cabinet, parce que c'est aussi une autre solution, hein, un cabinet conseil qui va t'aider comme un chasseur de tête à recruter les bons profils. Mais peut-être que Samuel, tu peux nous éclairer aussi parce que tu vois beaucoup ce genre de choses. Ouais. Ces cas de figure. Après, les deux techniques, effectivement, dans l'idéal, quand le réseau est suffisamment mature, il vaut mieux tout faire en interne, je pense, puisqu'il y a une vraie cohésion. Mais la possibilité de passer par un cabinet extérieur, au démarrage, je trouve ça plutôt intéressant. Alors, je précise, le cabinet, il fait le filtre. C'est-à-dire, si on reçoit 200 candidats du salon de la franchise ou de l'observatoire ou d'un autre support, dans les tailles de réseau, jeunes réseaux où on a 2, 3 dirigeants, on a un petit staff, ça prend un temps fou. Et est-ce qu'on est compétent pour rencontrer ces gens-là, les 200, comment on les filtre? Donc je pense que dans un premier temps, mais le dernier mot, j'ai envie de dire, la sélection finale doit rester aux mains du franchiseur. Le cabinet peut faire le filtre, et en tout cas, il faut que ça soit la tête de réseau qui ait le dernier mot, hein, je trouve, parce que sinon, on ne peut pas tout confier en extérieur. Ça répond à ta question, Dominique ou... Et Romain, toi, tu penses qu'il y a des outils qui permettent de standardiser ou de recruter plus efficacement? Je pense qu'on a fait le tour de la question avec des experts qui justement sont au quotidien dans ces recrutements, vu le développement. Nous, de notre fenêtre, ce qu'on peut voir, parce que chez InnoVorder, on participe aussi à l'onboarding de ces nouveaux franchisés, en les formant à nos outils, en les faisant venir au bureau, tout comme un prestataire doit s'engager aussi avec la marque pour être le trait d'union entre le franchiseur et le franchisé. Et pour répondre à ta première question, Nicolas, c'est au niveau des profils. On voit de tout, en tout cas de notre fenêtre, on voit à peu près de tout, à la fois des personnes en reconversion, des personnes qui ont cette envie d'entreprendre, des jeunes qui sortent d'études et qui veulent se lancer dans le commerce, parce qu'avant tout c'est un métier de commerçant, et qui veulent adhérer à une vraie image de marque. Donc c'est ça vraiment, et on ressent, et parmi toutes les sessions qu'on fait avec les nouveaux franchisés ou les franchisés existants, on voit, on arrive sans forcément connaître de quelle enseigne viennent ces franchisés. On le devine parce qu'ils respirent la marque, et je pense que c'est ça un bon recrutement. On parlait tout à l'heure de mariage. Au-delà du mariage, c'est une vraie association, d'ailleurs, qui existe dans le modèle. C'est-à-dire qu'il peut y avoir le franchiseur qui s'associe avec un franchisé, et donc c'est une vraie association, et dans ce devoir d'association, c'est de permettre de transmettre son savoir, sa passion, pour faire en sorte que le point de vente qui va ouvrir du franchisé va réussir, parce que c'est avant tout le concept que le franchiseur a préparé qui va faire en sorte notamment du succès de l'enseigne. Peut-être pour repréciser ce que j'ai dit, sur le recrutement aussi, il y a deux cas. Il y a le cas où le franchiseur en place est le créateur du concept, et le cas où le franchiseur est un salarié. Par exemple, si je signe avec le groupe Le Duf pour être franchisé Delart ou Brioche Dorée, je ne m'attends pas personnellement à rencontrer Louis Le Duf, même si personnellement je l'aime beaucoup. Par contre, si je signe avec Béchef, je suis peut-être content de pouvoir avoir accès au créateur du concept. C'est vrai que la taille du réseau justifie aussi peut-être une structure différente. On signe avec Buffalo, le patron de Buffalo, ça fait longtemps qu'il n'est plus dans la structure. Chez Burger King, c'est pareil, on ne s'attend pas à signer avec le voilà. Donc il y a aussi ce côté humain qui peut-être qu'il faut distinguer entre le franchiseur créateur qui est encore en place et le franchiseur qui est, comme Nicolas, qui a repris un réseau qu'il n'a pas créé. Même si c'est intéressant de le rencontrer, je précise. Bien sûr. Concernant les profils de franchisés, si je comprends, et donc il y a des profils qui sont très variés, en tout cas pour les uns les autres, mais ce qui peut être intéressant, c'est de parler des qualités, ou se dire, oui, c'est ça, l'ADN du réseau doit se retrouver, en tout cas, dans les qualités humaines du franchisé. Moi, je préférais jeune les petites blondes, je suis marié avec une grande brune. Bon, ça, c'est un profil qui est différent. Mais en revanche, je retrouve toutes les qualités chez mon épouse et que je recherchais. Voilà, c'est pas le profil qui est intéressant, c'est peut-être les qualités humaines qui sont derrière le franchisé. C'est pas mal ce que je pense aussi. Effectivement, le fait d'avoir au-delà encore une fois du franchisé qui aime le concept, le fait d'avoir un vrai lien par les qualités humaines que peut avoir l'un et dans lesquelles vous retrouvez, fait que ça va marcher derrière, parce qu'on a, encore une fois, si on a les mêmes valeurs et qu'on suit la même logique, généralement on arrive à s'entendre. Quand on n'a pas les mêmes valeurs et qu'on n'attend pas les mêmes choses, on communique pas sur les mêmes plans, donc on a beaucoup plus de mal à faire intégrer aux franchisés ce que nous on a envie de transmettre. Je
parle pour nous, encore une fois. Nous, on a 2 biais de recrutement. Le premier, c'est nos restaurants. Parce qu'effectivement, la croissance d'un réseau fait qu'on commence à être connu et que les gens s'intéressent au concept. Et le deuxième, plus important aujourd'hui, c'est Internet. Parce que la plupart en tout cas pour nous, la plupart des profils qui nous rejoignent ont commencé un jour par chercher franchise de restaurant sur Internet ou franchise de burger, ou etc. Donc c'est généralement le premier canal de connaissance, surtout pour un petit réseau. Comment le franchiseur se différencie des autres franchiseurs? C'est ça le... C'est très compliqué. Ouais. C'est un vrai sujet marketing. Alors, je dirais qu'il y a 1001 moyens, mais comme dans tout marketing, si on fait le tour des réseaux, vous avez des réseaux qui sont très dans l'humain, vous avez des réseaux qui sont très dans le chiffre. Dans l'humain, on est dans le coup de cœur. Nous, c'est ce qu'on recherche. Par exemple, ouais. Il y a les deux. Après, si je caricature, je reprends mon cas tout à l'heure américain, le moyen de se différencier a été simple. On grossit très vite, donc ça doit marcher. Enfin, la preuve par le nombre. Et nos chiffres sont extraordinaires. Il y a aujourd'hui, et c'est à la fois malheureux, mais à nous, franchiseurs, de contrer ça. Mais aujourd'hui, le franchisé, on ne peut pas lui en vouloir. Il arrive, il n'a pas une connaissance ou une expertise du métier ou de la restauration ou de ce qui se passe. Donc si on lui dit, viens voir, moi, mon restaurant là, regarde celui-là, il fait 2 millions, c'est super, je gagne 500 000 euros par an, fais comme nous. Sa tendance naturelle va être, s'il aime le concept, va être de le croire. Donc j'ai envie de dire, on peut aller très loin en marketing. Après, il y a, pour moi, la différenciation ne doit pas trop venir de ça, parce que fondamentalement, si on commence à lui vendre nos meilleurs points de vente, etc., on l'emmène dans un truc qui... Enfin, c'est l'exemple que donnait Samuel tout à l'heure. C'est si mon point de vente il fait 2 millions sur une petite rue avec 40 mètres carrés et que je vends ça, il y a de grandes chances que j'emmène mes franchisés dans un truc qu'ils n'attendaient pas. Mais après, ouais, la différenciation, c'est qu'est-ce qu'a ma marque, qu'est-ce que mon développeur véhicule comme valeur, etc. Souvent, ça se fait sur des critères comme ça. Et après, la réactivité. Ouais. Ouais, mais ça s'apprend, et j'y réponds. Dans le temps aussi, nous au début, on était choisis par Columbus. Nos franchisés, ils venaient nous voir parce que Starbucks n'était pas de franchise. Donc c'est sympa. Donc on était par défaut en fait. On était par défaut pendant un certain temps quand même. Bon, c'est la vie. On avait quand même des bons franchisés. On s'est développé. Et puis on s'est dit maintenant, par rapport à ces qualités humaines ou qualités d'entrepreneur que l'on souhaite chez nos franchisés, quelles sont-elles et où est-ce qu'on peut retrouver ces gens-là? Parce qu'il n'y a pas un annuaire du bon franchisé en fait. Donc on prend pas le DICO en disant tiens, on va te faire le DICO ou les pages jaunes pour recruter un bon franchisé. En revanche, on a identifié que certains franchisés d'autres réseaux matchaient bien avec nous par expérience, d'autres pas du tout au contraire. Donc on est allé chercher assez ponctuellement par région, par ville, en travaillant avec les mairies aussi, des franchisés. Mais par affinité, au fait, on l'a fait avec le temps. C'était un travail empirique, du marketing empirique. Non, on l'a fait toujours de façon empirique, hein, avec un premier franchisé. On avait des partenaires aussi, un partenaire avec qui on travaillait en concession, qui est présent, je pense, qui est Areas, donc qui a maintenu l'image de Columbus pendant un certain temps, une image positive, ou enfin en tout cas une image. Et puis, les jours passant, on a pu se refaire une virginité et auprès des banquiers, auprès des partenaires, etc., pour être crédible. Mais ça se fait par la qualité de l'exploitation. D'ailleurs, enfin, même dans notre cas où on a démarré très vite, en réalité, c'est du pas à pas aussi. Hein. On en a trouvé un premier qui nous a fait vraiment confiance, parce que quand on n'en a encore aucun, on peut montrer toute l'exploitation qu'on veut. Personne n'a essayé. Donc oui, on en trouve un premier, puis un deuxième, puis ça marche. Et c'est la démonstration de ça marche avec des franchisés qui fait qu'on en trouve d'autres. Il y a aussi un chiffre qui est très très important pour les franchiseurs, qui est parfois peu abordé, c'est le taux de casse, qui est un indicateur très fort. Hein. On sait que la norme standardisée par McDo, c'est dire au-delà de 5% de taux de casse, commence à être dans le mauvais franchiseur. C'est quelque chose qu'il faut demander, c'est quelque chose qu'un bon franchiseur doit afficher. De toute façon, ça fait partie comme tu l'as rappelé, du DIP. Combien de restaurants ont fermé sur la dernière année?
Normalement, c'est que sur la dernière année. Je dirais techniquement, j'ai envie de dire, même pour quelqu'un qui démarrerait et qui voudrait ouvrir sa franchise, c'est d'une part, c'est un truc à demander. Et j'ai tendance à dire que si le franchiseur est très flou ou veut pas vous répondre là-dessus, c'est qu'il y a un loup. Et c'est un truc, j'ai envie de dire, des échecs, tout réseau de franchise en a. Après, il faut savoir les expliquer, savoir quelles leçons on en a tirées et effectivement être transparent avec les franchisés parce que vous ayez eu deux franchisés avec qui ça n'a pas marché ou que vous ayez eu un point de vente où vous êtes raté, ça peut arriver. Mais la personne que vous embarquez là-dedans, il faut qu'elle le sache et qu'elle comprenne pourquoi et qu'elle ait aussi les cartes en main pour ne pas refaire l'erreur qui a été faite précédemment. Là, tu es vraiment dans les questions de géomarketing. Et je parlais à quelqu'un qui était dans un process de recrutement McDo où et il y a le géomarketing et il y a la prédiction des ventes où aujourd'hui des grosses enseignes sont capables de dire au quart d'heure près combien je vais vendre de tel produit, de tel produit, de tel produit. Quand on atteint un seuil, mais les outils de géomarketing le disent, je crois que c'est au moins 300 ou 400 établissements en France pour avoir un modèle éprouvé et fiable qui dit dans telles conditions avec telle catégorie sociodémo. Mais c'est un peu compliqué de te le dire parce que tu es 100 fois plus experte que moi sur le sujet. Il y a plusieurs études qu'on fait en amont. Il y a déjà l'étude obligatoire qui est liée au DIP. Après, il y a une vraie étude de marché qui doit être faite et comprendre aujourd'hui quand quels sont les personas. On retourne dans le marketing et une vraie passion marketing. Et aujourd'hui, quels sont les types de clients qui viennent chez moi? On a des concepts qui vont marcher parce que tel positionnement prix, telle attente, tel bénéfice. Si on pense que cette zone de chalandise est bien parce qu'on est proche d'un concurrent mais que les attentes sont différentes, ça ne marche pas. Mais le géomarketing, je pense que des réseaux de 50 ou 100 points de vente sont un petit peu courts pour pouvoir avoir de la modélisation et qu'on puisse lui dire une prédictivité sur un chiffre d'affaires dans tel emplacement, dans telle zone. Doit y avoir la notion de développement où il y a un feeling. On a un grand développeur qui vient d'arriver également, qui pourra peut-être en parler. Mais je pense qu'il ne faut pas vouloir... on n'a pas la pierre philosophale avec un outil. Ça ne va pas donner une réponse. L'outil ne peut pas donner une réponse. Ça donne un complément ou un début de réponse. Et après ça, c'est l'expérience du franchiseur ou de l'exploitant en direct qui va dire dans cette rue, ça fonctionne bien et on peut se mettre à côté un peu plus loin et se servir des expériences passées en disant là, à tel endroit, j'ai vu qu'en centre commercial, s'il n'y avait pas de cinéma, ça ne fonctionnait pas, j'avais un problème. Bon, ça reste empirique, mais c'est le savoir-faire du franchiseur ou de l'exploitant en direct qui va se dire moi je préfère rester dans la même rue, avoir trois restaurants différents, mais au moins je me fais concurrence à moi-même et je suis tranquille pour faire bouger mes salariés. Bon, ça c'est du savoir-faire. Ouais, mais avec un concept où on va, si on prend une Fnac qui est un aspirateur, ou McDo ou un H&M, donc le client va venir, donc on peut travailler une zone de chalandise. Nous, on n'a pas la prétention de faire venir un client à 30 km avec Columbus Café, on aimerait bien. Donc on est obligé d'avoir d'autres critères qui sont beaucoup plus micro et difficilement duplicables en fait. Voilà. Je dirais que, en tout cas, encore une fois, là, je vais parler de mon cas personnel, mais là, la première réponse à l'hypercroissance, c'est la structure. Et je donne un chiffre bête, mais notre structure franchiseur, typiquement, et qui se développe très vite, elle atteint à peine son seuil de rentabilité maintenant parce qu'elle a mis du temps à se structurer et qu'elle est costaud parce que pour faire 15 ouvertures, il faut les gars pour faire les ouvertures, il faut les gars pour accompagner derrière, il faut la service comptable pour gérer la facturation. Enfin voilà, il faut une structure qui soit cohérente, il faut quelqu'un pour développer, trouver les emplacements et faire le travail dont parlait Nicolas de arriver à avoir la précision sur où est-ce que je te mets, pourquoi est-ce que je t'y mets, etc. Donc ça, c'est la première réponse pour moi. De toute façon, c'est l'élément nécessaire. Ensuite, dans notre cas, typiquement, le multi-franchisé est la réponse numéro 2, parce que on continue à ouvrir une quinzaine de points de vente par an. Aujourd'hui, on en fait entre 5 et 7 avec des multis, parce que c'est des gens qu'on connaît, qu'on maîtrise. On sait, grosso modo, pour le coup, la règle empirique devient beaucoup plus précise parce qu'on sait ce qu'ils ont été capables de faire à un endroit, donc on sait projeter en les mettant ailleurs. C'est des gens qu'on a déjà disponibles, c'est des gens qu'on sait encadrer. Donc je dirais que l'effort à fournir est beaucoup plus dur dans la recherche d'emplacement mais en revanche, le convaincre de faire, généralement, si ça marche, il est déjà convaincu.
Et l'animer derrière, c'est beaucoup plus facile. Donc, c'est une vraie réponse pour nous. Oui. Oui, pour nous aussi, hein, on ouvre plus de la moitié de nos points de vente avec des franchisés en place. Et c'est aussi une preuve d'un réseau qui avance bien. C'est très bien. Qui se porte bien. Oui, oui. Absolument. On voit également aussi apparaître depuis quelque temps ce qu'on appelle le plurifranchisé, qui est l'exploitant pur qui diversifie un portefeuille de marques, qui a tant de franchises dans telle enseigne, tant de franchises dans telle enseigne, et son métier est d'être un exploitant de restaurant, et il va aller piocher parmi les franchises qui marchent. D'autres questions avant, Romain, si tu veux peut-être apporter un mot. Non, je suis assez d'accord, nous, c'est exactement ça, c'est pour répondre à ta question aussi, Pascal. Ce qu'on voit aussi, c'est que de plus en plus, il y a une vraie tendance, vu la croissance de la restauration rapide, surtout dans les chaînes, c'est ce qu'on appelle ce multi-franchisé, multi-marque, qui ont cette expérience à la fois d'exploiter un réseau de franchises, mais aussi de pouvoir dupliquer parfois des best practices de certaines enseignes pour les apporter dans d'autres. Donc ça, on le voit de plus en plus, nous, chez Innovorder. Évidemment, pour nos collaborateurs, enfin pour nos réseaux de franchise à nous, nos clients, la croissance organique est clé. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus qu'après, le réseau arrive à se muscler grâce à ces personnes-là, qui vont être impliquées, qui vont apporter vraiment de leur expérience, de savoir-faire, et être de plus en plus les ambassadeurs de la marque. Au-delà du réseau, c'est d'avoir des ambassadeurs franchisés qui vont permettre de présenter le concept, les accompagner de plus en plus. Et c'est ce qu'on voit. Et on voit dans chaque réseau qu'on a des très forts ambassadeurs qui vont à la fois parfois titiller le réseau de franchise pour être le porte-parole de tous les franchisés, mais surtout pousser l'enseigne à se développer dans le bon sens. Donc c'est de notre fenêtre, c'est ce qu'on peut voir aussi par rapport à cette typologie de franchisés ou multifranchisés qui est assez intéressante. Ouais, pour ce qui est de la franchise, si je peux dire deux mots, moi je me souviens de mon menuisier, enfin celui qui faisait les travaux là, dans mes premiers restaurants que j'avais en direct, qui suit nos premiers franchisés et qui me dit mais t'as pas l'impression que tu t'emmerdes plus qu'avant et que tu gagnes moins d'argent maintenant que t'as des franchisés? Donc je lui dis je pense que oui, il a raison, enfin il avait raison. Ma réponse était de lui dire oui mais je construis autre chose, mieux ou pas j'en sais rien, mais je construis autre chose. Donc il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, mais il faut avoir conscience que se lancer en franchise implique beaucoup de devoirs et ça coûte. Et si on doit mettre un chiffre, c'est entre 500 000 et 1 million d'euros qu'il faut être capable d'investir sur 2 à 3 ans. Donc c'est de l'argent et donc c'est un investissement humain et financier. Faut le savoir. Cet investissement sur un développement de réseau succursaliste, il va se faire au fur et à mesure du temps. Donc il faut le savoir. Après ça, développer un réseau en franchise, ça nécessite moins d'investissement ou de capex, comme on peut le dire. Oui et non, parce que ça coûte quand même. Donc aujourd'hui, les banques prêtent pas cher. Donc si vous voulez lancer un réseau de succursales, c'est aussi faisable. Si les premières exploitations fonctionnent bien, on voit plusieurs concepts qui se lancent aujourd'hui en poké notamment, qui arrivent à se financer très facilement. Donc c'est pas impossible de le faire. Il y a des fonds comme French Food dont tu parlais qui sont aussi prêts à suivre. Donc voilà. Donc le modèle, si vous devez choisir entre les deux, ne choisissez pas la franchise par simplicité. Ça serait un mauvais conseil que je vous donnerais. Voilà. Comme mon menuisier me l'a dit. En fait, c'est la même organisation, sauf que en franchise, on doit avoir ce qu'on appelle un middle management qui va s'occuper des franchisés, donc il faut payer que tu n'as pas forcément en succursale. Et puis tu dois être normalement en franchise surstaffé, ou en tout cas apporter les services maximum. Voilà, pour bien faire son travail. Et c'est au début où on apprend. Les premiers franchisés, on est tout seul, on gère ça jusqu'à une dizaine, ça se passe très bien. Un homme peut gérer 10 autres personnes, dans management ça fonctionne. Hein. Mais au-delà, ça commence à être compliqué, et c'est pas moi qui l'ai appris, les pygmées le savaient déjà, hein, ils se mettaient en groupe de 12, mais donc ça fonctionne plus. Quoi. Donc, et là, il faut plus recruter que quand on est en succursale. Parce qu'on peut tirer l'élastique plus facilement. Et j'ajoute un petit point. C'est probablement moins de capex, effectivement, la franchise. C'est plus de trésorerie, je dirais. C'est là où il faut voir la différence. C'est vous recrutez des gens qui vont recruter des franchisés. Les franchisés, alors, techniquement, vont vous payer un droit d'entrée, mais qui, généralement, c'est pas de la rentabilité, le droit d'entrée. Il faut bien le prendre comme ça. Ils vont vous payer un droit d'entrée. Ensuite, ils ont le temps d'ouvrir et de commencer à vous verser des redevances. Mais pendant tout ce temps-là, il faut avancer l'équipe. Il faut que l'équipe soit présente, qu'elle accompagne, qu'elle ouvre. Donc, c'est là où il y a un coût qui n'est pas du tout négligeable. Et qu'on n'a pas en succursale, parce que la succursale, on en ouvre une, deux, trois. Hop, on met un encadrant.
et il est financé par la succursale déjà existante. Pour moi, c'est un peu différent dans la conception, effectivement. Un intérêt, oui. C'est même plus qu'un intérêt, je pense que c'est un besoin. S'il n'y a pas de cohésion, ça ne marche pas. Enfin, comme le disait Nicolas, c'est à peu près ça. On en fait 5, 10, on les tient, ça va. Quand il y en a un, ça ne va pas, on va le voir. Quand il y a 5, nous, on est à 50 aujourd'hui, je ne parle même pas quand on sera à 100. On est en train de les préparer, nous, les 100. 50 personnes, ça ne se tient pas comme ça. Donc, le maître mot, pour moi, c'est de la présence, déjà. Donc, il faut des gens qui aillent sur place, qui les rencontrent, qui échangent avec eux, qui les connaissent, qui sachent quand ça va pas. Et pas que ta rentabilité, toi, comment ça va, la famille, comment tu as le moral en ce moment, etc. Il faut déjà ça. Et la présence aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, il y a des... dans notre cas, par exemple, on fait des réunions régionales régulièrement, où on les regroupe ensemble, on fait des conventions, on a un pôle d'élus de franchisés qui discutent avec les autres. Enfin, le principe de fond, c'est si vous les laissez tout seuls, ils font leur vie et parfois ils ne la font pas comme il faut. Donc il faut de la présence, il faut de l'encadrement, et puis il faut une tête de réseau qui a envie de faire ça. Oui, et puis après ça, c'est pas. Certains réseaux veulent pas le faire, d'autres le font. Mais c'est comme le management que vous avez chez InnoVorder. La cohésion, elle est là. C'est des bureaux, c'est une proximité, c'est voilà, une ambiance, un état d'esprit. D'autres le font pas, c'est froid. Donc chacun fait son choix. Hein. Tu veux le mot de la fin ? Il t'appartient. Le mot de la fin. Non, mais juste pour rebondir sur ça, effectivement, et nous, pareil, étant donné qu'on collabore aussi bien avec les réseaux de franchise que les franchisés, il y a un élément aussi important, je pense, pour finir cette question, c'est plus de dire aussi que le franchiseur de notre fenêtre, encore une fois, doit faire en sorte d'avoir sa famille à lui, qui sont ses animateurs réseau, toutes les personnes qui vont être au siège, pour justement répandre cette énergie de l'image de marque, et à la fois aussi animer son réseau de franchise par l'intermédiaire de ces animateurs réseau. Et donc, du coup, voilà, nous, ce qu'on voit, c'est vraiment une grande famille de différentes marques qui respirent un univers différent et qui sont, pour la plupart, des passionnés qui retranscrivent vraiment l'image de marque. Et c'est, en tout cas, de ce qu'on voit, il y a une vraie évolution. On parlait tout à l'heure d'hypercroissance, de points de vente qui ouvrent rapidement. Je pense que une hypercroissance, un réseau qui croît très vite, justement, a vraiment fait ce travail en amont, de pouvoir préparer cette atmosphère de famille, de sérieux, de cadre, de choisir ses bons prestataires pour justement faire en sorte que ça réussisse et qu'on puisse scaler son réseau, c'est-à-dire de se développer très vite sans forcément tomber sur des choses qu'on aurait oubliées dans le cadre. Donc voilà pour finir la question. Et pour clôturer l'événement, je tenais à tous à vous remercier, à la fois nos intervenants, salle. Je voulais remercier aussi un de nos partenaires qui est la Fabrique à Cookies, qui, si tu veux venir placer un petit mot, qui nous ont apporté des très bons cookies. Bonjour, merci de nous inviter. Je ne sais pas si vous connaissez la Fabrique Cookies, nous on existe depuis 8 ans. On a commencé en ouvrant une première petite boutique rue des Martyrs dans le 9e. Ça a bien pris, aujourd'hui on a 10 boutiques en propre, essentiellement à Paris. Donc c'est intéressant parce que le sujet m'intéresse aujourd'hui. Et par ailleurs, on a un deuxième pied avec le B2B. Donc vous avez des cookies qui sont en sachet juste là, que vous pouvez déguster. Donc si vous cherchez des cookies, on est là aussi. À savoir que depuis 3-4 mois maintenant, on a des sachets qui sont biodégradables en cellulose de bois. Donc on est assez fiers. Et une gamme bio, je ne crois pas qu'elle soit là. Donc voilà, je vous invite à les déguster après. On va goûter. Merci. Merci.